Et bonjour, petite foudre de YouTube. On se retrouve pour une nouvelle petite VOD, toujours sur En toute puissance de V6. Alors, comme d'habitude à chaque début de VOD et comme d'habitude à chaque début de live, n'hésitez pas, bien évidemment, à marquer dans le chat ou dans les commentaires toute remarque qui vous semble pertinente, tout élément qui vous est rappelé par le livre, qui vous fait un petit parallèle par rapport à quelque chose que vous connaissez. N'hésitez pas évidemment à demander des euh, confirmations si vous comprenez bien. Si on comprend bien en général, n'hésitez pas non plus évidemment à éventuellement poser des questions s'il y a un terme que vous ne comprenez pas, qui peut être du coup expliqué par le chat, qui peut éventuellement être expliqué par moi, si je le sais. Bref, voilà, c'est un lieu qui est fait pour être interactif, même si évidemment Twitch est un peu plus interactif que YouTube, mais n'hésitez pas, c'est fait pour, donc bah voilà, n'hésitez pas. Bref, c'est parti, on est donc au point numéro 6. Y a-t-il un lien entre les aspirations et l'orientation de causalité? L'aspiration décrit ce que veut poursuivre l'individu, le quoi. Par exemple, je veux aider les autres, une aspiration qui est intrinsèque. Et l'orientation répond au pourquoi, parce que cela peut ouvrir des horizons très intéressants. Une orientation autonome, ou encore, parce que sinon on va me le reprocher, une orientation contrôlée. Là, j'ai un petit chat qui est venu sur moi et qui a fait tiens, fais attention à moi, fais des câlins. Ça va? Je te dérange pas? C'est toi qui viens sur moi, hein, Coco? Bah oui, et il repart, évidemment. L'orientation conduit en quelque sorte la manière dont va se dérouler l'aspiration. Et on voit dans cet exemple que l'interaction entre le but et l'orientation pourrait donner lieu à un comportement bien différent. On peut imaginer que celui qui va aider, parce qu'il estime que l'aide est intéressante, va chercher activement des opportunités pour aider et sera content d'aider. Alors que celui qui a l'orientation contrôlée ne le fera que s'il est obligé, si on lui demande de l'aide, ou encore s'il y a des témoins qui seraient susceptibles de lui reprocher son inaction, et le vivra comme une obligation pénible de plus qu'il tendra à éviter. Euh... Yeah. J'ai pas compris le message, c'est rond. Inclancer, c'est quoi? Inciter, peut-être? Je ne comprends pas le message. J'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Dans les expériences, les chercheurs ont découvert que les aspirations essentiellement extrinsèques sont associées à une augmentation des préjugés raciaux et ethniques, mais que les tentations de causalité semblent avoir un effet sur ces préjugés. Les personnes à orientation contrôlée sont plus susceptibles de ressentir les choses comme menaçantes, et il y a un seuil plus bas à partir duquel ils estiment qu'il y a une menace sociale à leur encontre. Des études montrent qu'effectivement l'orientation opère une différence entre des personnes ayant des aspirations extrinsèques. Duriez, en 2011, a testé 440 Belges flamands en leur donnant à la fois un questionnaire d'aspiration, intrinsèque ou extrinsèque, celui des orientations et une échelle d'idéologie multiculturelle. Un score très haut à cette échelle montre un accord avec le fait que le pays se compose de différentes cultures et groupes ethniques, donc qu'il est ouvert à la diversité. Les plus hauts scores en multiculturalisme sont liés à des basses aspirations extrinsèques, quelle que soit l'orientation, et les bas scores en multiculturalisme à des hautes aspirations extrinsèques. Mais le fait que les individus aient à la fois de hautes aspirations extrinsèques et une orientation contrôlée les fait rejeter encore plus le multiculturalisme, là où ceux en orientation autonome plus aspiration extrinsèque sont certes un peu moins pour le multiculturalisme, mais de façon plus marquée. Alors attends, quoi? C'est le matin pour moi, hein, je suis réveillé depuis pas longtemps. On va reprendre un plat. Qu'est-ce que quoi? Donc là, si je comprends bien, les gens qui ont du coup une très forte envie de une très forte envie de leur part et du coup à côté une orientation, donc une manière. Ouais, il faudrait un schéma là. Est-ce qu'il y a un schéma? Non, il n'y a pas de schéma. Il n'y a pas de schéma. Il n'y a pas de schéma. Attends, il va falloir que je relise en fait, hein. Là, je suis là en mode. Attends. Quoi?
C'est le matin, c'est compliqué. Hier, j'ai eu une crise toute la journée, c'était plus que compliqué. Oui, non, là, je vais reboire un café, je vais relire et je vais essayer de voir ce que ça veut dire. Ah, le café, c'est bien, déjà, voilà, ça fait du bien. Donc, donc l'idéologie multiculturelle, c'est qu'en gros, plus tu as un haut score, plus tu es OK avec le fait qu'il y ait plein de gens différents. Ça, c'est simple. Si tu as au contraire un score assez bas sur l'échelle d'idéologie multiculturelle, alors ça sous-entend qu'en gros, t'aimes que les gens qui sont comme toi. Point. Pour être franc, c'est quand mon cerveau a décroché à la dernière lecture sur l'orientation que j'ai commandé le livre. Eh, ça veut dire quand même que t'as tenu 419 pages avant de dire ouais non là je suis plus. C'est bien, c'est quand même pas mal, c'est quand même plutôt pas mal. Ok, donc ça c'est mis d'un côté comme information, très bien. Ceux qui ont le plus haut score donc sur ça, qui ont le plus envie et qui sont le plus raccord avec le fait qu'il y a plein de gens de différents courants culturels et ainsi de suite, sont souvent reliés avec de basses aspirations extrinsèques, quelle que soit l'orientation. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que donc on a l'orientation qui est le pourquoi est-ce qu'on fait les choses, en gros, et on a les aspirations qui sont le non, c'est pas pourquoi. C'est les aspirations, c'est pourquoi. Les orientations, c'est comment. C'est plus ça. Si je fais ça de telle manière, c'est pour cette raison. Mais si c'est fait de telle manière, c'est l'orientation. Ok. Donc là, en gros, plus tu as envie que, et tu es d'accord avec le fait qu'il y a plein de gens de plein d'horizons différents, plus en général, tu as des bas scores en aspiration. Donc le pourquoi est assez bas. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'en gros, tu es conditionné. Ça veut dire qu'en gros, si je suis bien le principe, tu es dans un groupe culturel, idéologique, qui consiste à te dire tu dois accepter les autres, et donc qui contrôle le pourquoi. Donc tu ne te poses pas de questions. Tu vas d'autant plus accepter les autres parce que justement c'est un conditionnement social, on va dire. Hein. Alors là, je vulgarise en mode très sale, hein, mais en gros, parce que les valeurs qu'on t'a inculquées et qu'on t'a pas trop laissé le choix, hein, qu'on t'a dit c'est ça les valeurs, tu dois accepter les autres, bah, du coup tu as forcément un haut score sur l'acceptation des autres. A contrario, si on t'a jamais rien dit, qu'on t'a laissé te démerder et donc être autonome, et donc avoir tes propres motivations, tu vas avoir un moins haut score en multiculturalisme. Parce que t'es pas bougé, t'es pas forcé à accepter la différence. Et ça en soi déjà c'est intéressant du coup. Ça déjà c'est assez rigolo comme élément. Ensuite, tu te rends compte que les gens qui ont un bas score en multiculturalisme ont de hautes aspirations extrinsèques. Donc pareil, là on a l'effet inverse, moins tu es ouvert aux autres et plus on se rend compte que tes motivations personnelles sont très 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 fortes. Et coucou Moi, Kirit. bonjour. Bonjour Kirit, merci énormément pour le resub. 21e mois d'abonnement. 21e mois d'abonnement quoi. Énorme. C'est incroyable. C'est incroyable. Merci énormément. Merci énormément. Comment ça va Je survis. Je vais mieux qu'hier. Hier, j'étais fracasse. J'étais vraiment dans un mauvais état. Là, aujourd'hui, ça va. Je suis actif. Je peux bouger. Je suis pas forcément ultra bien, mais ça va. Mais je me porte pas trop mal, on va dire. Et toi, comment vas-tu, Kirit? Merci énormément pour le resub. Merci énormément pour le resub. On est en pleine lecture de sciences sociales. On est en train d'essayer de comprendre un peu une expérience et qu'est-ce que ça sous-entend. Et comme du coup, justement, je suis un peu beaucoup claqué ce matin, j'ai du mal. Là, j'ai du mal. Mais dis-moi, tu as encore changé de lieu de stream? Oui. Oui. En fait, tu sais, quand tu es venu, quand tu es venu il y a un mois, parce que du coup là nous sommes le 28 juillet, donc tu es venu alors techniquement un peu plus qu'il y a un mois, puisque tu es venu pour mon anniversaire du coup, et tu étais venu quelque chose comme le 25, le 26, je sais plus, parce que le 28 tombait la semaine, donc on avait fait le week-end. Bref, t'as compris l'idée. Je me suis rendu compte que, en vrai, avoir le PC là-bas en plein milieu, c'était pas ouf. C'était pas ouf, c'était même chiant quand on reçoit du monde. Donc en fait, j'ai encore tout modifié pour que ce soit plus adapté. Et donc maintenant, là-bas, il y a un coin, à la place du bureau, il y a un coin avec canapé et tout. Enfin voilà, je fais les choses bien.
Je fais les choses bien. Ça va, je vais bien, je profite d'un creux dans mon boulot pour passer faire un coucou. Bah, c'est adorable, merci beaucoup, merci beaucoup. Mais ouais, non, franchement, maintenant, il y a un coin salon là-bas. Si tu regardes, hop, il y a un petit coin salon fort sympathique là-bas à la place du coup du coin bureau. Donc je suis plutôt satisfaction. Et ici, du coup, je me suis refait un coin stream bien comme il faut. Non, le pouf, en fait, il est là. Le pouf est là pour que du coup, on ait les chats comme ça en plein milieu, bien étalés à la caméra. C'est important parce que vous le savez, en tant que streamer, il faut capitaliser sur les chats. Ah, les chats, c'est ce qui rapporte des vues, c'est ce qui rapporte de la Twitch money, tout ça, hein, bien sûr. Donc voilà, je mets en avant les chats, voilà, comme ça, je capitalise sur eux. Je suis un esclavagiste de chats, bien sûr, bien sûr. Ça a l'air trop chill là-bas. Ah bah, tous les coins sont faits pour être calés, hein. Tous les coins de l'appartement ont été repensés pour que ça soit bien et tout. Voilà, voilà, voilà. Heureux et Jill, j'espère que ton cappuccino est bon. Je vais péter un câble. Pourquoi c'est rond? Pourquoi? Et oui, le chat attire la thune. Mon assurance m'envoie le premier appel de facture avant la date de la première échéance. Oui, c'est une assurance, quoi. Oui, oui. Donc du coup, je reprends un petit peu l'étude quand même. Donc, Duriez en 2011 a montré sur des Belges flamands que, a priori, vous avez des personnes qui ont des motivations surtout provenant de l'extérieur, venant par exemple du groupe social, qui inculque un certain nombre de valeurs et donc de motivations reliées à ces valeurs, qui vont avoir une haute acceptation des gens de différentes cultures. A contrario, les personnes qui vont avoir de hautes aspirations extrinsèques, donc des motivations, des valeurs qui sont issues d'eux-mêmes, plus que de l'extérieur, a contrario, vont avoir des scores plus bas en acceptation du multiculturalisme. Ils vont être plus renfermés sur eux-mêmes. Mais le fait que les individus aient à la fois des hautes aspirations extrinsèques et une orientation contrôlée les fait rejeter encore plus le multiculturalisme. Autrement dit, quand la personne, elle, est motivée par elle-même, par ses propres envies, mais que derrière, la manière dont elle fonctionne au sein de la société est contrôlée, et autrement dit, si elle réagit de telle manière ou de telle manière, c'est pas parce qu'elle a envie, elle, de le faire, c'est parce qu'elle voit que c'est les codes sociaux, parce qu'elle voit que c'est ce qu'il faut faire, et donc du coup, elle prend ce code-là, même si intérieurement elle a des motivations différentes, ça rejette d'autant plus le multiculturalisme. Ce qui est intéressant. Et là où ceux qui sont en orientation autonome plus aspiration extrinsèque sont certes un peu moins pour le multiculturalisme, mais de façon peu marquée. Donc ceux qui sont avec leur propre motivation et qui vont faire ce qu'ils font dans la société parce qu'ils ont décidé de le faire et non pas parce qu'il y a une pression sociale contrôlée autour d'eux, à ce moment-là, vont être un peu moins pour le multiculturalisme que ceux qui on a complètement conditionné le fait d'accepter les autres, mais c'est peu marqué. Ce qui est assez intéressant quand même. En gros, ce que ça sous-entend, c'est que si vous voulez avoir quelqu'un qui est très ouvert aux autres, le moyen le plus simple, on va dire, ce qui va obtenir le plus d'adhésion, le plus marqué, quoi, ça va être le moment où en fait vous éduquez et vous contrôlez jusqu'à la motivation des personnes, dès leur donc plus jeune âge probablement, à accepter les autres. Si en gros la valeur que vous leur mettez dans le crâne de force, c'est t'acceptes les autres, vous n'aurez pas forcément de possibilité d'avoir quelqu'un d'autre qui a d'autres conditions, qui aura un meilleur score. Parce que en fait, c'est un comportement qui est conditionné. On te pousse, on t'a formé à accepter autrui. A contrario, on se rend compte que même quand toi tu as tes propres motivations personnelles, si tu es dans un cadre où tu te rends compte que tu dois agir de telle manière parce que c'est ce qui est attendu, parce que c'est les règles du coin, tu vas être vachement renfermé. Ce qui est rigolo. Ça en dit beaucoup de mots que la droite, c'est des gens motivés par eux-mêmes et le poids du groupe social auquel ils appartiennent. Bah, c'est un peu ça, et je pense qu'effectivement, on pourrait faire probablement des parallèles là-dessus. Je pourrais pas vous le confirmer parce que là-dessus, j'ai pas spécialement moi d'études. Mais c'est vrai que si on peut faire un parallèle,
Si on prend par exemple les comportements, on va dire, des partis de droite, on a des motivations qui sont très personnelles, individualistes. Je fais ce que je fais et je pense ce que je pense parce que j'ai décidé que c'était ce qui m'intéressait, ce qui me va. Mais on se rend compte souvent avec les idées de droite qu'il y a effectivement une manière finalement de fonctionner au sein de la société qui est conditionnée. C'est la règle sociale. Je fais ça de telle manière parce que finalement ça me correspond. Mais en fait, finalement, parfois je vais faire des trucs qui me correspondent pas, mais parce que c'est ce que je pense qu'il faut faire dans la société. Vous savez, notamment les fameuses traditions. Je vais faire ça alors que ça me plaît pas forcément, mais la tradition a dit qu'il fallait le faire. Et souvent, ça, c'est peut-être des choses qu'on peut remarquer au sein de courants de droite. Je pense qu'on le trouve aussi à gauche en vrai, hein, parce que je vois pas de raison de ne pas le retrouver à gauche, parce que vous avez aussi justement, et d'ailleurs à gauche, du coup on va être sur probablement plutôt les aspirations autonomes, enfin les aspirations extrinsèques, mais l'orientation contrôlée. Parce que notamment à gauche, vous avez donc l'idée qu'il faut essayer d'accepter les autres, autrui, qu'il faut essayer de comment ça s'appelle, de pouvoir se renforcer les uns et les autres en tant que groupe, hein, de ne pas être seul dans son coin. Sauf que derrière, on se rend compte qu'il y a beaucoup de conservatisme, en fait. Il y a beaucoup de choses où c'est conditionné. Et je ne serais pas forcément étonné si on faisait passer ce genre d'échelle sur des bases politiques. Encore une fois, c'est une supposition, il n'y a aucune validité derrière, parce que je ne sais pas du tout si ça a été fait, mais je ne serais pas forcément étonné que si on faisait passer ça, par exemple, à des gens comme la LFI, typiquement, on tomberait sur peut-être des aspirations extrinsèques, mais des orientations autonomes, des orientations contrôlées. Je serais pas forcément étonné parce qu'on a quand même de gros problèmes dans les partis politiques à gauche, notamment en France, hein, je pense particulièrement, qui sont très conservateurs, qui vont énormément rejeter par exemple des minorités LGBT, ce genre de choses. On a quand même des mouvements qui peuvent être très fermés. Et ça, étonnamment, alors que normalement les idées de gauche c'est plutôt d'être ouvert en fait. Alors que notamment tu as des motivations qui sont plutôt de te pousser vers vers les autres. Bah, finalement quand on écoute pas mal de discours, moi très régulièrement, très régulièrement dans les discours que j'ai eu avec des militants, parce que j'étais pas mal chaud patate avec les militants du coin en fait là où je suis, parce qu'il n'y a pas forcément 36 000 militants de gauche là où je suis, vu que c'est quand même très l'extrême droite là où je suis. Mais bon, bref, il y a quand même très régulièrement des retours où les gens vont me dire des choses comme oui, non, mais c'est bien de s'occuper des minorités, mais à un moment donné, il faut faire des hiérarchies, faut faire à un moment donné ça s'appelle, faut s'occuper d'un problème en priorité et pas de tout en même temps parce qu'on ne peut pas. Et du coup, on va commencer à faire une hiérarchie des problèmes. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui passent à la trappe et que derrière, en fait, finalement, il y a beaucoup de conservatisme sur beaucoup de choses, d'idées reçues et de choses qui sont, on va dire, les traditions qui sont appliquées bêtes et méchants sans reposer, sans réfléchir, sans remettre en question. Et c'est pour ça que je ne serais pas forcément étonné que justement on retombe sur ce modèle-là d'une aspiration qui est extrinsèque et d'une orientation qui est contrôlée. Ça m'étonnerait vraiment pas, vraiment pas. On a quand même toute une base assez nulle, hein, raciste et compagnie dans les mouvements aussi de gauche. Donc je ne serais pas très étonné là-dessus. Et à contrario, dans les mouvements de droite, dans les personnes avec qui j'ai pu évoquer pas mal de choses quand même en point de vue idéologique de comment ça fonctionne pour la personne qui est plutôt de droite, on retombe très souvent avec des gens qui vont avoir des aspirations intrinsèques, qui vont te dire moi je pense ça, je suis motivé par ça, c'est ma manière de voir et ainsi de suite, et on voit que vraiment c'est ce qui leur tient à cœur, et qui derrière vont avoir des comportements parfois qui vont même contre leurs intérêts, parce que en fait c'est comme ça qu'il faut faire, c'est la tradition, c'est la règle du coin et ainsi de suite, alors même que ça leur convient pas forcément. Et du coup, je serais pas forcément étonné de effectivement retomber là-dessus aussi si on faisait passer ce genre d'échelle sur les mouvements politiques de droite. Après, encore une fois, là, c'est une supposition parce qu'on m'a amené sur ce terrain-là, c'est vraiment en me parlant de ça notamment. Mais je n'ai pas du tout d'éléments de preuve derrière. Si vous en avez, je suis preneur, hein. Si vous avez éventuellement des recherches dessus, si vous avez des travaux peut-être qui ont été faits dessus, franchement, je suis preneur parce que je suis curieux. Je suis assez curieux de voir. Toujours est-il que pour reprendre du coup quand même l'expérience de Duriez, ah mais Duriez je connais ça en plus, je crois que je l'ai vu pendant mes études ça, des trucs de Duriez, j'ai déjà vu des travaux de Duriez je crois, ça me dit quelque chose comme nom. Bref, vous avez donc les personnes les plus ouvertes aux autres qui sont les personnes qu'on a conditionnées à être ouvertes, les personnes les moins ouvertes aux autres, celles qui sont avec le plus de motivation personnelle
mais par contre, avec une orientation qui est contrôlée. Donc en gros, le comportement est conditionné, même si eux, ils ont des motivations qui leur sont propres. Ce qui est encore une fois assez intéressant, ça montre bien l'effet du social en fait. Ça montre bien l'impact phénoménal qu'un groupement social peut avoir sur le comportement des individus. Parce que du coup, au final, ceux qui sont les plus fermés aux autres, c'est ceux qui sont le plus à même de voir leur propre motivation, de pouvoir déterminer ce qui leur plaît, ce qui leur convient, ce qui les intéresse, mais dont le comportement est totalement conditionné par la société, par le groupe social dans lequel ils sont. C'est quand même assez rigolo du coup. C'est quand même assez rigolo. Je continue à descendre. Les chercheurs expliquent que les personnes ayant des aspirations extrinsèques et une orientation autonome ont peut-être davantage confiance en leurs capacités, et donc ne considèrent pas l'arrivée d'autres personnes dans le pays comme une menace. Ou encore, peut-être qu'ils apprécient de façon joyeuse et bonne la compétition, l'idéologie capitaliste. Ou encore, peut-être qu'ils ne mesurent pas leurs chances de gagner selon l'arrivée des concurrents étrangers. Et ceux en orientation contrôlée, plus aspiration extrinsèque, verraient au contraire davantage l'autre comme une menace à leur réussite, verraient la compétition capitaliste comme une lutte, mesureraient leurs chances de réussite selon les concurrents en présence ou non. Et les personnes en aspiration intrinsèque sont préoccupées de toute autre chose. Et les personnes en aspiration intrinsèque sont préoccupées de toute autre chose. Oui. Oui, c'est logique. Ah non, attendez, je suis en train de me dire, j'ai mal compris un truc. Aspiration extrinsèque, c'est pas tes propres motivations, c'est les motivations de l'extérieur. C'est que tu as des motivations de l'extérieur, mais que malgré tes motivations de l'extérieur, tu choisis de faire les choses comme tu l'entends toi. Et donc, comme tu fais les choses de la manière dont tu l'entends toi, effectivement, tu peux te retrouver dans la situation où tu te dis que la compétition c'est bien, l'idéologie capitaliste c'est pas si mal, et ainsi de suite. Parce que du coup, tu as accepté les prémices de la société dans laquelle on est, capitaliste, individualiste, et ainsi de suite, mais juste que tu as décidé de faire les choses à ta manière. A contrario, ceux qui ont une orientation qui est contrôlée et une aspiration extrinsèque, donc le comportement est conditionné par la société et leur idéologie, leur manière de fonctionner est contrôlée par la société, eux sont vraiment dans le pire des cas puisque du coup ils voient strictement tout le monde comme une menace. Et donc du coup forcément vont voir les étrangers comme une menace d'autant plus et s'attaquer à eux parce qu'en plus ils peuvent mettre en place du coup après derrière avec notamment tout ce qui est RWA je présume et SDO le fait que finalement l'étranger c'est pas la même classe, c'est pas la même type de population, voire finalement c'est un sous-humain et ainsi de suite, et donc du coup on peut d'autant plus facilement avoir des comportements qui vont être contre, qui vont être violents. A contrario, les personnes qui sont en aspiration intrinsèque, donc leur propre motivation à eux, en fait ils ont pas les mêmes motivations, donc en fait ils en ont rien à péter quoi. Attendez, du coup je vais reprendre parce que je crois que je me suis trompé dans ce que j'ai lu. Je crois que j'ai mal haute aspiration extrinsèque, une orientation contrôlée. Donc des motivations conditionnées par la société et un comportement conditionné par la société. Ils rejettent le multiculturalisme. Ah. Ah, donc non, attendez, j'ai rien compris. En fait, je suis une grosse bille, j'ai rien compris, j'ai complètement mélangé les termes. Vous voyez, c'est très mauvais de faire un live de vulgarisation de sciences sociales quand vous avez 3 neurones qui se battent en duel. C'est pas bon. Je reprends depuis le début, parce que vraiment, je me suis planté comme une merde en fait. Les plus hauts scores en multiculturalisme sont liés à de basses aspirations extrinsèques. Autrement dit, plus t'es ouvert aux autres, moins tes motivations sont conditionnées par la société. Les bas scores en multiculturalisme sont eux reliés à des hautes aspirations extrinsèques. Autrement dit, plus t'es fermé aux autres, plus tes motivations sont dues à la société. Donc non, ça c'est le. Non, finalement c'est cohérent, c'est logique. On retombe sur ce que je pensais à la base, parce que je croyais qu'il y avait un truc contre-intuitif, et c'est pour ça aussi que je pense que j'ai mal, j'ai pas bien lu les termes et je suis parti sur autre chose. J'avais mal compris, mais non, finalement on est toujours dans la même logique que ce que dit tout le livre. En même temps, ça aurait été étonnant de tomber sur un truc qui est complètement à l'inverse. Donc en gros, plus ta motivation est contrôlée par la société, moins t'es ouvert aux autres. A contrario, plus t'es autonome dans tes motivations, et plus t'es ouvert aux autres. Probablement parce que du coup tu te rends compte que tu peux en tirer quelque chose, qu'il y a du potentiel
avec les gens différents, ça t'apporte un point de vue différent. Ça peut te renforcer parce que du coup, puisqu'ils ont un point de vue différent, ils ont aussi des possibilités différentes et ainsi de suite. Bref, tout un tas de choses qui font aussi qu'ils ne doivent pas rentrer dans l'idéologie capitaliste et dans l'idéologie individualiste de la compétition, ce genre de choses, ce qui fait aussi que du coup, tu es vachement plus ouvert à échanger avec la personne, ce qui est assez cohérent. Ok, le fait que les individus aient à la fois de hautes aspirations extrinsèques et une orientation contrôlée les fait rejeter encore plus le multiculturalisme. Donc, quand tu as des motivations et un comportement qui sont conditionnés par la société, tu es la personne la plus fermée du monde. Tu ne veux pas voir les autres, tu ne veux pas voir les gens différents. Ceux qui ont une orientation autonome et des aspirations extrinsèques sont un peu moins pour le multiculturalisme, mais de façon peu marquée. Donc ceux qui ont un comportement qui est contrôlé par eux-mêmes, mais qui par contre ont des motivations qui sont conditionnées par la société, eux sont un peu moins chauds pour les gens différents, mais ça reste acceptable. Et donc du coup les chercheurs qui essaient d'expliquer ça proposent que en vrai les personnes qui ont des motivations contrôlées par la société et un comportement libre, autonome, en fait, vont avoir davantage confiance en eux-mêmes. Et en gros, ils pensent qu'ils sont les leaders, ils pensent qu'ils sont les chefs, ils pensent qu'ils sont les prédateurs du coin. Et donc, de fait, considèrent que finalement, les étrangers ne sont pas forcément un danger, parce qu'ils ont confiance au fait qu'ils sont supérieurs. Donc, effectivement, on doit tomber sur des idéologies qui doivent être pas forcément très bonnes. On va dire ça comme ça. Et donc du coup, ne voit pas forcément les étrangers comme une menace, mais plutôt comme une potentielle ressource, comme une force éventuellement. Ils peuvent apprécier la compétition et la voir bonne, bénéfique, donc ils ont envie d'être mis en compétition. Ils peuvent apprécier l'idéologie capitaliste en trouvant que c'est un bon modèle à valider et ainsi de suite. Ou simplement, ils ne sont pas capables de mesurer leur chance de gagner selon l'arrivée de concurrents étrangers. Comme ils ne sont pas capables d'appréhender que plus il y a de gens en face, moins leur chance de gagner est élevée, en gros, ils ne peuvent pas les voir comme des ennemis. Parce qu'ils ne voient pas cette information-là. Pourquoi pas? Et ceux qui sont en orientation contrôlée et aspiration extrinsèque, donc ceux qui ont leur motivation et leur comportement qui sont contrôlés par la société, qui sont conditionnés par la société, par contre, eux sont dans le cas où ils sont le plus fermés aux autres, parce qu'ils voient toute personne étrangère comme une menace à leur réussite à eux. Ils voient la compétition capitaliste comme une lutte, un truc où il faut battre et il faut tuer l'autre, en gros. Et donc, seraient notamment capables de se rendre compte, par un simple calcul, que plus il y a de gens dans la compétition, et ben moins leur chance à eux de gagner est élevée. Et donc, du coup, pourraient d'autant plus voir les étrangers comme une menace. A contrario, du coup, on arrive sur les personnes qui ont des motivations personnelles, qui du coup peuvent être ou non contrôlées au niveau de leur comportement. Donc ça peut être des personnes qui ont des motivations propres, mais un comportement conditionné, ou des personnes qui ont une motivation propre et un comportement propre, qui eux, en fait, sont préoccupés par autre chose. Comme ils n'ont pas une motivation qui est conditionnée par la vision capitaliste individualiste, en fait, eux, ils s'en foutent finalement. Les étrangers, ils sont là en mode, ok, cool. mais ils en ont rien à péter. C'est intéressant. C'est intéressant. Bon, du coup, j'avais pas du tout compris ça au début. Encore une fois, j'ai mélangé les termes, donc je suis désolé. Ça doit être très brouillon. Ça doit être très, très, très brouillon. Je suis vraiment désolé. Mais là, du coup, j'ai plus remis les choses dans le bon sens. Je vois ce qui est dit. Je vois ce que ça veut dire. Est-ce que c'est assez clair pour tout le monde ou pas? N'hésitez pas à me redire hein, si c'est pas super clair. Vu que je me suis embrouillé en plus, faut vraiment pas hésiter. Hein. L'orientation de causalité codétermine le comportement, le modère ou l'accentue. On peut donc prédire un comportement selon l'aspiration d'un individu, intrinsèque ou extrinsèque. Mais la réalisation de l'aspiration sera différente selon les orientations de l'individu. Une aspiration intrinsèque n'est pas forcément liée à une orientation autonome, tout comme une aspiration extrinsèque n'est pas forcément liée à une orientation contrôlée. Cela peut être l'inverse dans les deux cas. De mémoire, il y avait un tableau dans les pages précédentes. Alors il y avait effectivement un tableau qui avait été fait qui reprenait les orientations, mais ça mettait pas les inspirations avec. Les aspirations n'étaient pas reliées, parce qu'on n'en avait pas encore parlé en fait. Je suis en train de remonter pour le chercher, hein, mais là.
voyez? Ici, on n'avait pas les aspirations. On n'avait pas du tout les aspirations, donc c'était pas pris en compte. Donc bah, on sait pas trop, comment les relier par rapport à ça, parce que c'est pas le propos. Là, en fait, juste à expliquer comment fonctionne une personne qui est en orientation de tel ou tel type. Donc pour le coup, c'est vrai on n'était pas dedans. On n'était pas dedans. Bon, vu que ça a pas l'air de réagir particulièrement dessus, je me permets de continuer. Donc là, on est sur le deuxième paragraphe qui dit que tout simplement, l'orientation va codéterminer le comportement. Donc c'est en gros une partie de la réponse. Parce que tu connais l'orientation, tu sais comment la personne va probablement gérer la situation et comment elle va faire son comportement. Parce que l'orientation va codéterminer la manière dont va se réaliser le comportement. Ça peut modérer ou accentuer selon les situations. CNI et Neighbors en 2002. Dans ses recherches, il s'agit d'étudier les déterminations de la consommation d'alcool chez les jeunes. Il a été découvert que la motivation générale prédit les raisons extrinsèques pour boire, qui elle-même prédit la perception de la pression des pairs à boire, et enfin celle-ci prédit la consommation. Mais cette perception de la pression des pairs à boire est beaucoup plus forte chez les hommes à orientation contrôlée, ce qui accentue le phénomène. Autrement dit, plus la motivation générale est extrinsèque, et plus il y a d'orientation contrôlée, plus l'individu va percevoir une pression à boire, plus il y aura une haute consommation. Donc en gros, plus la société te pousse à picoler, plus du coup tu vas avoir des gens qui ont des motivations extrinsèques, donc des motivations qui proviennent de la société, qu'ils ont en fait fait eux, enfin qu'ils ont fait sien, mais qui à la base est une motivation qui vient de l'extérieur. Et donc plus ils ont un comportement qui va être contrôlé, et donc plus l'individu va percevoir qu'il faut qu'il boive, et donc bah, plus il va boire. Ce qui est assez logique au final, hein. Pour l'instant, c'est assez cohérent. C'est assez cohérent avec ce qu'on a vu avant. L'environnement social peut-il changer l'orientation de causalité de ses acteurs? On a vu qu'au fond, tout le monde peut avoir dans sa vie toutes les orientations possibles, mais que celles-ci varient en fonction des situations, des contextes, des environnements sociaux. On a vu aussi que des orientations pouvaient persister, même si l'environnement n'influençait pas celles-ci directement. Par exemple, la personne à forte orientation autonome peut persister dans son comportement autonome, même dans un environnement hautement contrôlant. Et la personne à orientation contrôlée peut chercher le contrôle dans un environnement qui n'est pas fondé sur celui-ci. Oui. Ce qui rend d'autant plus important de ne pas laisser passer les blagues oppressives. Oui, complètement. Mais complètement. Ce serait comme enlever les affiches de prévention de l'alcool au volant. Mais oui, là-dessus, d'ailleurs, je vais faire du coup une aparté parce que je pense qu'effectivement, ce que dit Céron est important. Effectivement, ce que ça sous-entend, c'est que plus vous avez des aspects qui vous poussent à ça dans la société, plus vous êtes poussé à le faire, et donc plus vous le faites en fait, que vous en ayez conscience ou pas. Et c'est pour ça qu'il est d'autant plus nécessaire de justement ne pas laisser passer les choses, parce que ça permet de casser cette motivation générale, cette motivation qui se met en place par les codes sociaux, par les valeurs culturelles, par les traditions et ainsi de suite, et que justement en venant en fait casser tout ça autant que possible, ça va réduire donc cette motivation. Donc ça va réduire au final les gens qui vont avoir une pression à faire ce comportement-là et qui vont donc faire ce comportement-là. Et comme ils ne vont pas faire ce comportement-là, ça va finalement baisser la motivation générale à avoir ce comportement-là. Puisque la motivation générale provient notamment du fait qu'il y a des gens autour de vous qui vont avoir ce comportement, qui vont pousser à ce comportement. Or, si vous commencez à casser un peu ce cercle vicieux, bah en fait, petit à petit, ça va baisser. Et donc, effectivement, c'est ultra important de ne pas laisser passer les blagues oppressives, tout ce genre de choses, parce que justement, ça va baisser la motivation générale à ça, et donc ça va baisser la réalisation de ce genre de comportement in fine. Et donc, puisqu'il y a moins de personnes qui vont faire ce comportement, alors vous allez avoir moins de motivation générale à faire ce comportement, et ainsi de suite. Ce qui est du coup extrêmement important. Ce qui est extrêmement important. Je continue du coup. Donc là on était sur le passage où on nous disait, bon, vous avez vu que même quand vous changez de contexte, finalement une personne qui a une orientation très fortement contrôlée, donc qui a l'impression qu'on le pousse à faire des choses constamment, en fait va pouvoir traduire, va pouvoir interpréter la situation dans laquelle il est, même si elle est ultra autonome, comme étant finalement une situation qui le contrôle. Voire peut pousser dans cette situation autonome, notamment les gens, à avoir un comportement avec lui contrôlant. Parce qu'il a besoin d'avoir ce cadre-là, parce qu'il ressent en fait ce besoin-là, et qu'il va pousser du coup l'environnement à adopter ce comportement-là avec lui.
Et vice-versa aussi, des personnes qui sont très autonomes, même en se retrouvant dans des situations qui sont très contrôlantes, finalement vont réussir à quand même trouver des moyens. Ça peut être par exemple dans la situation du travail des hackings sociaux, hein, ce qu'on appelle du hacking social. Vous savez, le nom du blog, le nom du blog écrit par V6. Oui, oui, il y a des liens. Incroyable. Donc, dans cette situation de travail, les gens qui vont en fait avoir justement un comportement, une orientation autonome, vont réussir finalement à casser le contrôle qu'il y a autour d'eux dans ce contexte contrôlant pour quand même trouver de l'autonomie et quand même en fait finalement décider et faire ce qui leur convient. Et ça c'est quand même assez intéressant. Parce que même si ça veut dire que l'environnement a quand même un impact, et bien pas que, clairement pas que, et on peut notamment finalement être très fermé à beaucoup de choses, même en étant dans un environnement qui est très ouvert. On a donc à la fois l'espoir ou la crainte que les orientations peuvent changer ou persister de façon négative, comme l'orientation chronique impersonnelle ou incontrôlée, étant donné qu'elles varient chez la personne selon les situations, mais qu'on voit qu'elles peuvent persister pour le meilleur comme pour le pire. L'élément qui semble faire changer les orientations est lié à la satisfaction perçue ou le sapage perçu de l'autonomie. Il ne s'agit pas tant de l'autonomie effective que de la perception de celle-ci. La SDT parle de présence d'indices subtils dans l'environnement qui vont amorcer certaines orientations et pas d'autres, et conclut que même si dans la vie de la personne une orientation est peu courante, on peut amorcer celle-ci dans une situation. On le voit dans ses expériences d'amorçage. Donc ça aussi c'est intéressant. Ça consiste à dire que du coup, puisqu'on se rend compte que, en fait, même en fonction du contexte, les personnes ne vont pas forcément changer leur orientation, alors qu'ils peuvent être dans une orientation qui n'est pas du tout raccord au contexte dans lequel ils sont. En fait, ce qui va compter, c'est leur perception de l'autonomie et de ce qui va être perçu comme satisfaisant ou au contraire sapant sur l'autonomie. En gros, si la personne a l'impression, alors qu'elle est dans un environnement ultra contrôlant, que finalement on satisfait son autonomie, alors elle va avoir une orientation autonome. A contrario, si elle est dans un fonctionnement qui est contrôlé, qui est contrôlant, et qu'elle ne perçoit pas justement de satisfaction de son autonomie, qu'elle voit au contraire des signes de sapage de son autonomie, alors elle va continuer, va faire apparaître une orientation contrôlante. Donc ça, c'est assez intéressant de voir que c'est vraiment une question de perception qui va finalement permettre d'émerger ou pas une orientation autonome ou contrôlante. L'amorçage est une technique courante lors d'expérimentations en psychologie, où il s'agit de mettre subtilement dans l'esprit du participant des mots, un vocabulaire avec une valence particulière, qui le mettra dans un certain état d'esprit, lui donnant une posture liée à un thème particulier. Ainsi, Lévesque et Pelletier, en 2003, ont amorcé des étudiants canadiens en leur faisant faire un exercice de phrases brouillées. Il s'agit de phrases où les mots sont mélangés. Par exemple, as obligation in an armchair, et où la personne doit la remettre dans un ordre qui respecte la syntaxe. L'orientation autonome était amorcée par les mots intéressé, impliqué, défi, satisfait, maîtrise. Pour d'autres, l'orientation contrôlée était amorcée par les mots obligation, évaluer, contraint, exiger, forcer. Il y avait ainsi une condition neutre, où l'amorçage n'était ni lié au contrôle ni à l'autonomie. Les mots étaient encore, appartement, porté, engourdi, froid, proche, en mouvement, etc. Puis il faisait un casse-tête connu pour être intéressant. Les sujets évaluaient ensuite leur motivation intrinsèque à ce puzzle. Et parallèlement, leur performance à ce casse-tête était aussi évaluée. Ok. Donc, en gros, on leur donne un premier exercice où on leur donne des phrases qui sont dans n'importe quel sens. En fonction du type de mots qu'on a mis dans la phrase, on sait qu'on amorce un certain état d'esprit. Parce que si les mots sont très sur l'ouverture, sur la motivation autonome, sur le fait de prendre plaisir finalement, notamment au casse-tête, et ben ça pousse à une certaine condition, à une certaine vision. A contrario, on peut aussi amorcer sur des termes beaucoup plus, on va dire, oppressifs, obligation, évaluation, contraint, exigeant, et ainsi de suite. On va vous mettre du coup dans l'état d'esprit que finalement, vous n'y prenez pas de plaisir. Vous êtes évalué, vous êtes en train de faire un exercice, et on est en train de vous contrôler, on est en train de vous juger. Donc on n'est pas du tout dans la même mise en place en fait. Et c'est fait pour être subtil, donc c'est fait par un exercice où vous vous rendez pas compte qu'on vous met dans cet état d'esprit, même si c'est à ça que sert l'exercice. Derrière, on leur fait faire un jouet, enfin un casse-tête,
qui est normalement reconnu comme étant plutôt intéressant. Un casse-tête qui, en général, ne doit pas être très gênant pour les gens, qui apparemment est plutôt agréable à faire. Ça, généralement, quand on a ce genre de phrase, puis ils faisaient un casse-tête connu pour être intéressant, tout simplement qu'ils ont pris un ensemble de casse-têtes qu'ils ont fait passer en fait à un premier panel de sujets ou via une autre expérience, et où en fait tout simplement on a notifié sur une échelle quel est le casse-tête qui de manière récurrente est sorti comme étant le plus cool, le plus intéressant, le plus agréable à faire, celui qui a un bon mélange entre défis, difficultés et en même temps capacité à le résoudre et ainsi de suite. Et donc du coup, tout simplement, on en a un qui sort du lot et on choisit celui-là pour l'expérience suivante. Le chat, tu es un peu relou. Bref, on continue. Donc les sujets évaluaient ensuite leur motivation intrinsèque à ce puzzle. Parallèlement, leur performance à ce casse-tête était aussi évaluée. Ceux qui ont été amorcés à l'orientation autonome ont éprouvé plus de motivation intrinsèque, plus d'intérêt, plus de sentiments de choix, et ils ont été les plus performants au puzzle que ceux amorcés à l'orientation contrôlée ou dans la condition neutre. Donc en gros, si on t'a amorcé en te mettant tous les mots et donc l'état d'esprit que finalement tu prends du plaisir par la difficulté, par cette difficulté, par ce défi, que tu te sens impliqué dans ce défi, que tu maîtrises et ainsi de suite. Bref, si on te met dans l'idée que finalement tu es là parce que tu as décidé d'être là et que ça te va, c'est ce que tu veux, et les gens en fait ont plus l'impression qu'ils sont là parce qu'ils ont envie d'être là. Ça fait sens, hein. Ouais, je sais, c'est surprenant. Et en plus de ça, ils ont a priori en plus de meilleures performances. Ce qui est plutôt cool. À côté de ça, on a un deuxième élément qui est que tout simplement, les personnes qui elles étaient en orientation contrôlée ou condition neutre, par contre, c'est pas marqué. Ou alors, non, c'est pas forcément que c'est pas marqué, c'est qu'ils ont des résultats moindres. Ils ont des résultats moindres, mais on sait pas entre eux s'ils sont au même niveau. Ces mêmes chercheurs se sont demandé si l'effet de l'amorçage était différent chez ceux qui avaient une orientation chroniquement plus installée. Alors, ils reviennent pas dessus, c'est dommage. Mais là, par exemple, ils nous disent pas au final si l'orientation contrôlée et la condition neutre obtiennent les mêmes résultats. Est-ce que, par exemple, en condition neutre, où on n'a pas spécialement amorcé la personne, les gens sont avec un sentiment de contrôle et une performance sur le puzzle qui est plus, moindre ou égale à ceux qui ont été amorcés avec l'orientation contrôlée. Ça, on ne sait pas. Finalement, entre les deux autres conditions, on ne sait pas du tout comment est-ce que ça se place, comment est-ce que c'est fait. La seule distinction qu'on a, c'est que ceux qui ont été amorcés avec l'orientation autonome ont de meilleurs résultats et ont une motivation intrinsèque. Mais par contre, ça nous dit pas vraiment par rapport aux deux autres comment est-ce qu'ils se placent entre eux. Ce qui est dommage, parce que ça peut être intéressant. Ça aurait pu être intéressant aussi. Ces mêmes chercheurs se sont demandé si l'effet de l'amorçage était différent chez ceux qui avaient une orientation chroniquement plus installée. Donc en gros, les personnes qui, de manière récurrente dans leur vie, ont justement une orientation qui est soit contrôlante, soit autonome, est-ce que l'effet est renforcé ou pas? Ils ont tout d'abord mesuré la chronicité des orientations chez les personnes, toujours des étudiants au Canada, de 17 à 52 ans, issus d'un cours d'introduction à la psychologie, notamment dans leur rapport aux études dans deux groupes. Alors déjà, il faut prendre en compte du coup que vous avez un biais. Bon, de toute façon, vous avez déjà un premier biais, comme je vous le dis tout le temps, hein. Généralement, la quasi-totalité des recherches sont des recherches qui sont faites sur le monde occidental. Donc déjà, vous avez un premier biais qui est que la population n'est pas forcément représentative du reste. Après, derrière, vous avez de manière très récurrente, et c'est le cas aujourd'hui, un deuxième biais qui vient se rajouter, vous êtes sur une population d'étudiants supérieurs. Parce que là, vous êtes dans des études de psychologie, vous êtes donc en faculté. Donc c'est les études supérieures, tout simplement. Ce qui n'est pas forcément le cas du peuple, en fait, en général. C'est pas forcément représentatif de la population, même occidentale. Tout le monde ne va pas en études supérieures. À plus forte raison, vous êtes là sur des personnes qui sont issues spécifiquement d'un cours d'introduction à la psychologie. Donc, vous êtes en plus de ça sur une population d'étudiantes parmi une population d'étudiantes. Vous voyez que du coup, il y a quand même un biais qui vient se rajouter qui est particulier. Et coucou Axel, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien aujourd'hui. On est en pleine lecture de sciences sociales et on est en train d'étudier un petit peu les effets des orientations intrinsèques, extrinsèques et tout ce qui est autour.
Donc bref, voilà, je voulais juste vous attirer l'attention sur ce petit biais qui vient se rajouter. Donc on reprend, notamment dans leur rapport aux études, dans 2 groupes. Dans le premier groupe, sur 156 participants, 120 étaient en orientation contrôlée. Autrement dit, leur rapport aux études, c'est qu'ils sont là parce que la société, parce que le groupe social les pousse à être là. Ok. 14 n'avaient pas d'orientation chronique. Autrement dit, ça dépend du contexte, ils passent de l'un à l'autre, ils ne sont pas spécialement marqués dans une vision qui est contrôlante ou autonome. 22 étaient en orientation autonome chronique, donc tu as 22 élèves sur les 156 qui sont là parce que globalement ils ont envie d'être là. Ok. Dans le deuxième, sur 176 personnes, 124 étaient en orientation contrôlée chronique pour les études, 19 sans orientation chronique, 33 en orientation autonome chronique pour les études. Les orientations contrôlées sont malheureusement beaucoup plus répandues dans la population que les orientations autonomes. Alors justement, j'allais vous attirer votre attention là-dessus. C'est-à-dire, est-ce que vous voyez la différence entre orientation contrôlée et les autres? C'est impressionnant le décalage. Mais c'est pas étonnant, vu la société occidentale dans laquelle on est, qui nous pousse dans un fonctionnement, dans des valeurs très particulières, et pas n'importe où, et certainement pas à être autonome. Finalement, c'est absolument pas étonnant de voir une prédominance aussi violente à avoir des comportements qui sont contrôlés, en fait. C'est assez impressionnant. C'est super biaisé, je pense que les étudiants avec moi qui sont en reprise d'études, ça serait très différent. Alors, pour le coup, ils disent bien que ce sont des étudiants entre 17 et 52 ans. Donc je pense qu'il y a probablement tout un tas d'élèves qui sont en reprise d'études. Par contre, je suis très curieux de savoir si il y a une distinction au niveau des ratios entre les élèves qui sont en formation primaire ou au contraire en reprise d'études. Je serais très curieux de voir ça. Parce que probablement que... Alors probablement oui et non en fait. Je me dis, là comme ça vient juste de moi, je n'ai pas forcément du tout de chiffres dessus, je me dis que ça ne m'étonnerait pas que les personnes qui sont en reprise d'études soient en proportion plus élevée en orientation autonome. Ça ne m'étonnerait pas. A contrario, je pense que les personnes qui sont en formation initiale, en première formation, quoi, que c'est leur première série d'études, et peut-être même unique série d'études qu'ils auront dans leur vie, sont probablement plus là par orientation contrôlée, parce qu'on les a poussés à être ici. Parce que vous avez toujours un parent qui est là pour vous dire ah non mais il faudrait que tu sois médecin, c'est bien médecin, et qui te pousse à aller en médecine, vous voyez, ce genre de truc, ce genre de pression en fait sociale à va faire des études, et va faire cette étude là plus qu'une autre. Ça ne m'étonnerait pas. Après, encore une fois, je n'ai absolument aucun chiffre. Si vous en avez, je suis preneur, parce que vraiment, j'en ai pas. Là, comme ça, moi, c'est pas un truc que j'ai spécialement étudié. Mais ça m'étonnerait vraiment pas. Ça ne m'étonnerait vraiment pas que les personnes qui sont en reprise d'études, au final, aient une orientation plus autonome. Vraiment, ça m'étonnerait pas du tout. Après, ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas qui seraient en contrôle, en contrôlant, hein, c'est pas du tout le propos, il y aura forcément toujours de tout. Mais ça m'étonnerait pas que la proportion soit un peu différente, en fonction de est-ce que c'est reprise d'études ou pas. J'ai du mal à suivre les chiffres, je constate mon changement d'orientation dans le monde pro entre mes études et mes premières années en entreprise. J'ai un ami qui était très en contrôle dans la formation parce qu'il a dû changer de parcours face à un échec, genre dernière chance. Oui, complètement. Toujours est-il que, par contre, ce qui est quand même à noter, en dehors de tout ça, c'est quand même qu'il y a vraiment une prédominance des personnes qui sont en orientation contrôlée, donc où le comportement, finalement, est géré et dû aux pressions sociales, aux pressions de notre société, tout simplement. Et ça c'est quand même assez intéressant, en fait. Ça montre bien qu'on est vraiment dans une société qui nous pousse pas du tout à être autonome. On est vraiment dans un conditionnement par le monde du travail, par même la famille, par en fait toutes les pressions sociales qu'on a à côté, par l'école, effectivement la pression sociale à l'école, qui nous pousse en fait à ne absolument pas être autonome. On ne nous pousse pas à être autonome, au contraire on nous pousse à obéir, on nous pousse à rentrer dans le moule et à surtout pas remettre en question les éléments. Et c'est assez impressionnant. Et à la lecture des paragraphes précédents, c'est presque effrayant. Effectivement, pour ceux qui arriveraient là en cours de route, comme Axel, le paragraphe d'avant, en fait, nous expliquait que concrètement, plus la personne a un fonctionnement qui est contrôlé, autrement dit, plus ses motivations sont issues de l'extérieur, sont issues justement des pressions sociales, et plus son comportement
est fait en fonction des pressions sociales, plus la personne est fermée aux autres, plus la personne est notamment raciste, va être contre les personnes de cultures différentes et ainsi de suite. Parce que justement, elle va voir tout ce qui est différent d'elle, et même tout ce qui n'est pas elle, comme étant une menace, une potentielle menace. Et donc du coup, va y agir avec des moyens potentiellement violents. Et ce qui du coup est d'autant plus flippant quand effectivement on se rend compte que finalement il y a une prédominance justement déjà des orientations contrôlées, donc autrement dit de la manière d'agir due à la société. On n'est pas forcément sur les motivations, hein, on est sur autre chose. Les orientations, c'est je réagis de telle manière, voilà, concrètement, parce que, voilà. Donc là, les orientations contrôlées, c'est je réagis de telle manière parce que la société me dit qu'il faut que je fasse ça. Euh, qui soit aussi prédominant, alors que le paragraphe d'avant, on a vu que c'est notamment ce qui pousse les gens à être ultra fermés avec les autres, ultra violents avec les autres, c'est vraiment pas très rassurant. Littéralement, ce que ça montre un petit peu, c'est qu'on a une société qui, en gros, est en train de nous former à être des connards immondes. Bravo, bien, cool. Après, l'autonomie comme concept, c'est un peu flippant de se sentir seul. Ça dépend justement. C'est là où c'est intéressant en fait. L'autonomie, c'est pas être seul. L'autonomie, c'est pas du tout la même chose en fait. Tu as le fait d'être solitaire, tu as le fait d'être seul et tu as l'autonomie. L'autonomie, c'est à un moment donné être capable de prendre la décision qu'on veut prendre parce que ça correspond à ce que nous voulons, nous, en dehors de facteurs provenant de l'extérieur. Par exemple, si tu décides que tu as envie de passer ta vie entouré dans une coloc par 15 personnes et de toujours être en interaction avec plein de gens parce que ça te convient, parce que c'est le modèle qui te convient, que c'est ta motivation à toi d'être entouré, c'est autonome en fait. Mais t'es absolument pas seul du coup. Si, même je peux pousser encore plus loin, si ton autonomie c'est que justement tu as envie et que tu vas produire une prise de décision commune, même pour des choses qui te concernent toi, c'est toujours l'autonomie. Et tu n'es pas seul. A contrario, tu peux être dans un environnement contrôlant et être totalement seul. Tu peux être dans un environnement contrôlant qui consiste à te dire tu dois te débrouiller par toi-même, tu dois agir par toi-même, mais du coup la motivation ne vient pas par toi-même, c'est parce que c'est l'environnement qui t'a dit ça, que tu vas agir par toi-même, seul. Et où du coup tu vas t'éloigner des autres parce que la société te met la pression que tu ne dois pas dépendre des autres, tu dois te démerder tout seul, tu dois faire tes décisions tout seul. Mais c'est pas une motivation qui vient de toi, donc tu n'es pas en autonomie, tu es en contrôle. Tu as une prise de décision qui est due au contrôle que va te pousser à faire la société, en fait. Le cadre va te pousser à faire. Mais du coup, tu seras seul. C'est vraiment deux choses qui sont assez différentes. L'autonomie n'est pas le fait d'être seul. C'est pas la même chose. C'est une illusion d'autonomie. C'est ce qu'on va appeler la fausse liberté, les environnements pseudo-libres. C'est ce qu'on va appeler, pour être précis, les environnements pseudo-libres. Par exemple, j'ai un cas qui va vous être très explicite. Vous travaillez à McDo. On va vous dire, en termes de management de McDo, que finalement, tu es responsable de tes actes, tu es responsable de tes chiffres, et tu le fais comme tu veux. Mais, en vrai, tu as tout un tas de conditionnements, de manuels à obéir et ainsi de suite, qui te font que tu ne peux avoir qu'un seul type de comportement. Tu ne peux pas en avoir d'autres. Mais, vocalement, on va te dire, non, mais tu es libre. Tu es libre de faire de cette manière-là. Ça, c'est ce qu'on appelle un environnement pseudo-libre. Et où du coup on te fait croire que tu es en autonomie, que tu choisis de faire ce comportement, alors qu'en fait non, tu ne choisis pas. Tu es conditionné à faire ce comportement. Tu n'as pas le choix. Tu dois faire ce comportement. C'est pas parce qu'on t'a dit tu es libre de faire ce comportement que tu es réellement libre. Libre d'optimiser la relation client et le chiffre. Typiquement, dans un autre exemple, dans notre société, on vous dit que vous êtes libre d'être de l'orientation sexuelle que vous voulez. Mais ce qui est rigolo, c'est que vous prenez de la LGBT-phobie, si vous ne rentrez pas dans le cadre hétéronormatif. Vous avez la quasi-totalité des productions culturelles. Bonjour Anémone, ça va Anémone? Tu sais arriver avec pompe, avec classe, et ça c'est beau. Ça c'est beau. Ça c'est beau. J'espère que tu vas bien et que ça se passe bien au travail. Du coup ça m'a cassé dans ce que je disais. Qu'est-ce que je disais? Oui, la pression sociale, tout ça.
On te fait dire que de manière assez récurrente, tu as quand même pas mal de gens, notamment dans les familles, qui vont vous dire coucou, tu es libre, tu peux avoir l'orientation sexuelle que tu veux, tu peux même avoir le genre que tu veux. Sauf que en fait, on est dans une société où tous les codes sociaux, les institutions vont te dire le message exactement inverse. Mais on va te dire mais tu es libre, tu peux le faire. Bah en fait, tu te rends compte que tu es libre de prendre des gros coups de pelle dans les dents si tu le fais. Mais tu es libre. Et c'est ça où en fait on est en pseudo-libre. Et c'est là où en fait on est en fait finalement dans un contexte qui est contrôlant. Est-ce que les gens sont critiques de ce type d'environnement? C'est plutôt facile de le croire, surtout si martonné. Oui, complètement. Mais c'est pour ça qu'en fait tu vas te rendre compte que les personnes... pas la pelle c'est de gauche. On ne touche pas la pelle, c'est vrai. Allez, gardons notre pelle pour Poutou. Tu as des gens qui peuvent être tout à fait critiques de l'environnement, mais généralement ce sont des personnes qui sont justement en orientation autonome. Autrement dit, ce sont les personnes en orientation autonome et en aspiration autonome. Deux choses différentes. L'aspiration, c'est ta motivation. Qu'est-ce qui va te pousser à faire les choses? Et du coup, Bonjour, précisément... c'est moi, c'est Philippe Poutou. Bonjour, c'est moi, c'est Philippe Poutou. Et sa pelle, faudrait que je chope sa pelle en vrai, elle est tellement drôle la vidéo avec la pelle. Ça m'a recassé dans mon blabla. Les personnes qui sont en aspiration autonome, en gros, c'est les personnes qui sont capables de dire, hop là, j'ai fait un clic droit, sont les personnes qui sont capables de dire, je veux faire ça parce que c'est quelque chose qui me convient à moi vraiment. Les personnes qui sont en aspiration extrinsèque, c'est les personnes qui vont te dire, je veux faire ça, mais sans se rendre compte qu'en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est un code, c'est une motivation qui vient de l'extérieur. En fait, on leur a dit qu'il fallait faire ça, qu'il fallait respecter ça, donc ils veulent faire ça. Un exemple concret, c'est, on va prendre un truc, bah, voilà, on va rester dans l'hétéronormativité. Les gens qui vont vous dire, mais moi, je veux faire une famille, moi, je veux fonder une famille, avoir une femme, avoir un mari, faire des enfants. Et ça, c'est une motivation qui va être exprimée comme étant leur motivation. Sauf qu'en fait, si tu creuses un peu, tu vas te rendre compte que finalement, en fait, c'est quelque chose qui leur a été martelé toute leur vie par leur famille, par la société en général, peut-être par le groupe religieux auquel ils appartiennent, par plein de choses en fait, mais que ça ne vient pas d'eux-mêmes en fait. Ça vient de codes qui ont été en fait finalement récupérés par la personne, que la personne a fait une motivation à elle, mais qui ne vient pas d'elle. C'est pas sa motivation en fait à la base. C'est devenu sa motivation, mais c'était pas la sienne. Alors qu'une personne en motivation autonome, en aspiration autonome, va avoir sa propre motivation. Si elle veut faire ça, c'est parce qu'elle a réfléchi, elle a pesé le pour et le contre, elle s'est dit oui, il y a des biens, il y a des trucs moins bien, bon bah moi je vais faire ça parce que c'est ça qui me convient. Elle a eu le temps et elle a eu les ressources nécessaires pour pouvoir poser les questions. Et donc derrière, ce que ça traduit, c'est que les personnes qui sont capables de critiquer ce genre d'environnement, c'est les personnes qui sont justement en aspiration autonome et qui sont capables du coup de dire, eh ben voilà, moi en fait je me rends compte que j'ai ces motivations-là, je me rends compte que la société fonctionne comme ça, me pousse à ça, eh ben, je vais critiquer la société parce que du coup, je vois que ça ne correspond pas forcément. Ou même si ça se correspond, je vois que même si ça correspond, en fait, la société te le martèle, te le force, et donc que ça ne va pas. Même si intrinsèquement, finalement, j'ai les mêmes motivations et qui se rejoignent, je me rends compte que moi, c'est quelque chose qui me convient, mais que ça ne convient pas forcément à mon voisin. Mon voisin le fait parce qu'il est obligé de le faire finalement. Et donc on peut quand même critiquer la société même si on est en accord avec elle. Mais par contre, du coup, ce que ça sous-entend, c'est qu'il faut quand même être en aspiration, en motivation autonome. Il faut que la personne ait la capacité, elle, de son côté, d'être poussée tout simplement à faire ne serait-ce que de l'introspection, ce genre de choses. Et ça, c'est pas forcément accessible à beaucoup de monde, surtout, encore une fois, dans notre société qui nous pousse pas du tout à ça. Là, l'étude, finalement, elle est ultra parlante parce qu'elle montre bien, justement, que tu as une énorme proportion des élèves en études supérieures qui sont pas là parce que, en fait, ils ont envie d'être là d'eux-mêmes, par eux-mêmes, par une introspection, par une réflexion, quoi. Ils sont là parce qu'en fait, finalement, on les a poussés à être là, parce que leur famille leur a dit qu'il fallait qu'ils fassent des études supérieures, parce que la société leur a dit qu'il fallait faire des études supérieures. Et c'est ça où justement on voit que du coup ça casse la possibilité justement de critiquer ce genre d'environnement. Ça se fait notamment via des recherches, parce que vous avez des chercheurs qui tout simplement vont travailler ces questions-là et qui même s'ils ont potentiellement des motivations qui peuvent être du coup contrôlantes, vont pouvoir le remettre en question parce qu'ils vont travailler la question et ils vont se rendre compte en fait de l'écueil qu'il y a. Ce truc est pas évident du tout. J'entends souvent des gens qui manifestent une incompréhension de mon Opritatin, opinion, je parle de gauchiste alors que j'ai de la thune. Je sais pas ce que tu as voulu marquer, opinion peut-être Orientation, ah d'accord, orientation. D'augmentation de gauchiste alors que j'ai de la thune. Oui, complètement, parce qu'il y a plein de gens, les grandes majorités de gens ne se rendent pas compte
justement qu'ils sont en situation contrôlante. La plupart des gens dans nos sociétés occidentales sont justement conditionnés par la société occidentale, parce que c'est ce qu'elle fait. C'est la société conditionne. Quand vous allez avoir des gens comme moi de sciences sociales qui vous disent que votre comportement est issu en très grande majorité d'un conditionnement social, que ce qui vous pousse à avoir tel ou tel fonctionnement dans votre vie de tous les jours, c'est très probablement les codes sociaux, et donc en très grande majorité, même si vous êtes responsable de vos actes, finalement, vous n'êtes pas forcément à l'initiative de vos actes. Il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas en fait. Il y a beaucoup de gens qui ont vraiment beaucoup de mal et qui se disent bah non, c'est pas possible, et ainsi de suite. Mais si, en fait, littéralement, depuis votre naissance, on vous bombarde d'informations et de codes sociaux, que vous en ayez conscience ou pas. Et ça vous pousse forcément à avoir un certain nombre de comportements. Et même si vous avez des facultés individuelles qui existent et qui sont non négligeables, vous avez les capacités de remettre en question. C'est pas parce que vous avez les capacités de remettre en question que vous remettez en question. Vous voyez, c'est ça la grosse différence en fait. Et c'est ça notamment qu'essaye de faire, je pense, en toute puissance, c'est de vous montrer que vous avez la capacité de remettre en question ce conditionnement. Vous avez la capacité, à un moment donné, de dire la société, elle fonctionne avec ces codes-là, ils ne me vont pas. Ces codes-là ne me vont pas. Et non seulement ne me vont pas, mais je peux avoir une influence dessus et les remettre en question. Je peux ne pas adopter ces comportements et ces codes qui ne me conviennent pas. Quelque chose qui, encore une fois, est totalement négligé et qui est totalement mis de côté. Quand je vois les gens dans des associations trans, je peux voir le changement. Quand tu commences à remettre en question un truc important, le genre, tu remets en question beaucoup de choses, complètement. Et même là, tu vas passer à côté de certaines choses. Par exemple, pour parler un petit peu de la remise en question quand tu as ne serait-ce qu'une remise en question du genre. Donc effectivement, tu vas être très fortement poussé à remettre en question beaucoup de choses au final dans la société. Parce que si tu te rends compte que finalement le genre, ce n'est qu'une construction sociale, et donc que tu n'es pas condamné à rester dans le genre qu'on t'a assigné à ta naissance, tu peux te dire, il y a d'autres trucs qui vont pas. Et pourtant, même comme ça, il y a des écueils. Je connais un certain nombre de personnes qui vont être des personnes trans, qui sont sur un parcours de transition, mais qui, à contrario, vont mettre des énormes taclés dans les personnes qui sont non-binaires. Parce que finalement, ça rentre pas dans le cadre binaire homme-femme. Et même quand tu vas remettre en question finalement ton genre et la construction sociale qui est associée, finalement, tu vas remettre en question ça, mais tu vas pas trop remettre en question le principe, le code social qui a été transmis dans notre société occidentale, qui est il y a l'homme, la femme et rien d'autre. Et du coup, tu vas avoir des comportements qui peuvent être extrêmement violents avec les personnes non binaires. Un autre truc dans le même registre, quand vous allez avoir notamment la libération sexuelle qui a commencé à se mettre en place, des gens qui ont commencé à se rendre compte que en fait ils pouvaient être homosexuels, ils pouvaient être lesbiennes, ils pouvaient être ace, ils pouvaient être plein de choses finalement, qu'il y avait plein d'orientations sexuelles différentes. Donc là on s'éloigne un peu de la question trans, même si on est toujours sur les questions LGBT. Vous avez des gens qui pareil se mettent finalement dans la situation où ils se disent oui ok tu peux avoir une sexualité différente, mais finalement vont venir s'attaquer aux ace, vont venir s'attaquer aux asexuels, parce que finalement ils voient ça comme une anomalie de ne pas avoir de relation sexuelle, de ne pas avoir d'attirance sexuelle, de ne pas avoir ce genre de bagage. Sous-entendu, finalement, le code social qui vous dit on est là pour se reproduire, baiser, finalement c'est une réalité pure et dure, universelle. Et donc du coup, qui vont avoir des comportements extrêmement violents avec tout un tas de personnes dans le même ordre d'idées en fait. C'est une norme, c'est un code social, et finalement, même si on est capable de leur mettre sur certaines questions, on n'est pas du tout forcément capable de leur mettre en question sur toutes les normes qui vont avec et qui sont derrière, ou qui sont parallèles. Quand je vois les gens, c'est pour ça qu'en tant qu'animateur, on se rend compte qu'on a une énorme responsabilité. Oui, complètement, complètement. Et quid des cis en orientation autonome, sont-ils non-binaires? Et effectivement, ça c'est une autre question. Vous avez des gens qui sont cis, potentiellement qui sont avec des partenaires toujours, on va dire, cis, hétéronormés, ce que vous voulez, admettons. Est-ce qu'au final, ils sont non-binaires ou pas? Dans le sens, est-ce qu'ils ont une réflexion derrière sur leur position? Est-ce que juste le fait qu'ils répondent aux codes sociaux, on va dire, cis, basiques, en font des cis ou pas? Parce que finalement, rien n'empêche une personne qui est non-binaire de répondre toute sa vie, on va dire, aux dictates classiques, aux dictates cis, juste parce que ça lui convient. Parce qu'elle n'a jamais eu finalement de partenaires différents ou de situations qui lui a poussé à être dans une situation qui la fasse sortir de ses codes, on va dire, normaux. Mais en soi, rien ne dit qu'elle y est bloquée. Rien ne dit que... Enfin, vous voyez, il y a plein de questions qui viennent se poser et qui sont ultra importantes à poser et à mettre à plat.
on devient et donne une nouvelle norme en fait. Oui, bah oui, bien sûr, bien sûr. Donc du coup voilà, c'est plein de trucs comme ça qui sont à prendre en compte et qui montrent bien que encore une fois, même si on a des grosses remises en question sur certaines choses, on n'est pas forcément capable de le remettre en question partout parce qu'on ne voit pas forcément à quel point beaucoup de choses sont conditionnées. À plus forte raison dans une société, dans un groupe social tel que les nôtres, qui nous pousse énormément à être dans le contrôlant. Ça doit être crevant quand même d'être en orientation autonome tout le temps. Bah pas forcément, non. Parce qu'encore une fois, être en autonome, ce n'est pas être en train de se poser des questions tout le temps sur tout et n'importe quoi. Ce n'est pas forcément être tout seul contre tous. En fait, il y a vraiment une vision comme si être autonome, finalement, c'était se poser la question, est-ce que je vais boire mon café là tout de suite, ou est-ce que je vais poser ma tasse à gauche, à droite ou quoi? Non, on n'est pas dans ces questions-là, en fait. On est vraiment pas dans une vision où tout est une question à chaque instant de notre vie et que si tu es autonome, tu es tout le temps en train de te poser la question. Non, c'est juste que, en fait, quand tu es en position autonome, ou en tout cas largement en position autonome, bah, quand tu vas faire quelque chose, finalement, c'est parce que tu l'as choisi, même si tu n'as pas fait ce choix de manière consciente. Et ça, c'est important. Et bonjour Suze, bienvenue, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. On est en plein Vulgari jeudi. On est en train de lire en toute puissance de V6 et là on est sur les orientations. Donc en gros tout ce qui est motivation, qu'est-ce qui est dans le comportement te pousse à faire telle ou telle chose. Et l'orientation, plus que la motivation, c'est le pourquoi est-ce que je fais ça. Et donc du coup là on est sur notamment le constat suivant qui est que dans nos sociétés occidentales, une très large majorité des gens sont en orientation qui est contrôlante. Autrement dit, la plupart des gens dans nos sociétés font ce qu'ils font parce que l'environnement social les pousse à faire ça et non pas parce que eux ont envie de le faire. Ce qui est flippant, ce qui est très flippant. Surtout que, encore une fois, juste avant, on a vu un paragraphe qui nous disait que les études montraient globalement que les personnes qui sont donc en orientation contrôlante, et à plus forte raison si ils ont une motivation contrôlante, une aspiration contrôlante, euh, ils vont être les personnes les plus renfermées et les plus violentes envers les autres. C'est génial, voilà. En gros, on a des sociétés qui sont des fabriques de fascistes, quoi. C'est trop bien, c'est trop bien. Je résume très grossièrement, mais c'est un peu le message qui est transmis, quoi. C'est cool, c'est cool. En tout cas, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. Je vais continuer un peu la lecture. N'hésitez pas, comme d'habitude, hein, si vous avez des questions ou quoi. Si vous avez des éléments à partager, s'il y a quelque chose qui vous fait un écho, si vous avez des informations à m'apporter, enfin vraiment, n'hésitez pas. La même expérience a été reproduite en tenant cette fois en compte la chronicité ou non des orientations. Excepté cette fois, la motivation intrinsèque pour le puzzle n'était pas uniquement mesurée par questionnaire. Ok. Il laissait les participants dans la salle après expérience, et la motivation intrinsèque était mesurée selon le temps supplémentaire qu'ils prenaient avec le puzzle, bien que ce ne soit plus demandé. Ce qui démontre un intérêt intrinsèque étant donné qu'ils sont libres de faire autre chose. Alors oui et non. Là, il y a un biais. Là, il y a un autre biais. Le présupposé, c'est que si tu laisses tes participants dans la salle et que tu leur as dit non, là c'est bon, vous n'êtes plus obligés de faire le puzzle, les gens qui vont continuer à faire le puzzle sont des gens qui ont envie de faire le puzzle. Or, vous avez des choses qui sont par exemple la congruence des actes à prendre en compte. Tout simplement, si vous avez passé une demi-heure à faire un test, enfin à faire un puzzle, admettons, et que vous l'avez pas fini et qu'on vous dit bah c'est bon vous pouvez arrêter, vous avez tout un tas de personnes qui parce qu'ils ont commencé vont avoir envie de finir. Et pas parce qu'ils ont envie de finir, parce que la motivation est intrinsèque. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc là il y a un petit billet, je pense que là il y a un petit billet et que c'est pas forcément si clair que ça que c'est une motivation intrinsèque à faire le puzzle. Je serais pas sûr. Moi ça me trigger un peu. Ça me trigger un petit peu. Et il y a également le principe de ne rien faire est difficile pour moi. Tout à fait. Si on vous dit juste, bah, vous attendez dans la salle, alors qu'il y a un truc à bidouiller juste devant toi, il y a beaucoup de gens qui vont bidouiller le truc, pas parce qu'ils ont envie de bidouiller le truc, mais parce qu'ils ne peuvent pas rester en place, qu'ils ne peuvent pas juste rester là à côté et se dire, bon bah j'attends et puis c'est tout. Donc ouais, non, il y a... Là pour moi, il y a au moins deux biais, effectivement. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Les résultats ont été les mêmes. Les personnes à orientation autonome chronique sont celles qui ont le plus de motivation d'intérêt et sont les plus performantes. Celles à orientation contrôlée chronique sont celles qui ont le moins d'intérêt pour la tâche et des plus basses performances.
En fait, ça va dépendre de beaucoup de choses. Par exemple, toi, ce que tu dis, Axel, ça va dépendre de est-ce que les personnes peuvent sortir ou pas. Si la personne est coincée dans la salle, effectivement, je pense que ce que tu dis est tout à fait pertinent. Si la personne ne peut pas sortir de la salle, elle peut se trouver dans une situation où pour la personne c'est difficile de ne rien faire, et donc elle va faire ça, pas parce qu'elle en a envie, mais parce qu'elle ne peut pas rester à ne rien faire. A contrario, si la personne peut sortir de la salle, qu'il n'y a pas de limite là-dessus, là peut-être pas. Parce que la personne est tout à fait susceptible d'aller faire autre chose en fait, de se casser tout simplement, elle a fini l'expérience. Mais bon, bref, toujours est-il que ça me chafouine. Là, il y a un truc qui me chafouine un peu. Donc, celles d'orientation contrôlée chronique sont celles qui ont le moins d'intérêt pour la tâche et de plus basse performance. Ok. En soi, ça reste congruent avec ce qu'on a vu avant. Ça reste dans la même veine que ce qu'on a vu avant. Si tu as une motivation qui est autonome, si tu as un comportement qui est autonome, en général, tu vas afficher plus facilement de motivation d'intérêt. Parce que si tu fais le truc, c'est que tu as envie de le faire, quoi. Et tu es généralement plus performant parce que comme tu es motivé à faire la chose, bah, tu vas y mettre plus de ressources, tu vas y aller avec plus d'entrain, donc généralement tu obtiens de meilleurs résultats. A contrario, les personnes qui sont en orientation contrôlée chronique, donc celles qui font les choses parce qu'on les pousse à faire les choses, pas parce qu'elles en ont envie, sont celles qui, dès qu'on leur dit bah t'es plus obligé de le faire, vont plus facilement s'arrêter et généralement vont avoir moins de performance, enfin une performance plus basse, parce que tout simplement, bah, comme c'est pas ce qu'ils veulent faire, ils le font parce qu'il faut le faire, mais pas parce qu'ils en ont envie. Ils mettent moins de ressources, notamment cognitives, dedans, et donc ils sont en général un peu moins performants. Ça reste assez logique par rapport à ce qu'on a vu, pour le coup. L'amorçage, soit autonome, contrôlant ou neutre, a eu un effet plus important sur ceux dont l'orientation était moins chronique, qu'elle soit contrôlée ou autonome. Ça, c'est intéressant aussi. Parce que donc du coup, je vous rappelle que l'expérience d'avant qu'on a vue, c'est qu'en gros, les personnes, on les mettait dans un état d'esprit particulier. On les mettait par un premier exercice soit en situation où on les poussait à être autonomes, soit à être en situation de contrôle, enfin contrôlante, soit neutre. Et là, on constate que l'effet est beaucoup plus important sur les personnes, parce que du coup, ils ont changé en choisissant des personnes dont on sait s'ils sont en fait avec un chroniquement, donc de manière récurrente, en dehors du cadre d'expérience, dans leur vie en général, s'ils sont plutôt contrôlants, s'ils sont plutôt autonomes ou s'ils sont plutôt neutres. Donc là, on constate que les personnes chez qui ça marche le mieux, évidemment, c'est les personnes qui sont avec une orientation qui est moins chronique, donc plutôt neutre. Les personnes qui vont, selon le contexte, en fait, au cours de leur vie, être soit en contrôleur, soit être en neutre, enfin, soit être en autonome, sont ceux chez qui l'amorçage va avoir le plus d'effet. Ce qui est logique au final, puisque ça sous-entend que ce sont des personnes qui vont, en fait, tout simplement conditionner leur orientation en fonction du contexte. S'ils sont dans un contexte qui est autonome, ils vont être autonomes. S'ils sont dans un contexte qui est contrôlant, ils vont être contrôlants. Donc finalement, si on vient les amorcer, on vient créer une situation qui est soit autonome, soit contrôlante. Et donc forcément, ça rentre pas parfaitement dans le cadre d'action qu'ils ont en général. Donc c'est logique que l'effet soit plus fort chez eux que chez les personnes qui ont de manière récurrente une vision autonome ou de manière récurrente une vision contrôlante. Parce que de fait, comme on l'a dit déjà plus tôt dans le livre, les personnes qui sont chroniquement marquées, les personnes qui, de manière récurrente, vont avoir une vision contrôlante ou autonome, vont même traduire des situations qui sont à l'inverse comme étant finalement quand même dans leur cadre. Pour expliciter un peu plus facilement, on a vu l'exemple de la personne qui est donc un élève, qui a un environnement et à la base qui est contrôlant, donc qui a adopté un comportement pour lui, une orientation qui est contrôlante. Il s'attend à ce que toujours on lui donne des ordres, à ce que tout le temps on lui dise quoi faire. Et quand il se retrouve dans une situation autonome avec un enseignant qui lui dit bah non en fait tu fais ce que tu veux, il pousse le prof dans ses retranchements, il attaque le prof dans ses retranchements jusqu'au moment où l'enseignant est obligé de lui mettre des contraintes et donc finalement de créer un cadre contrôlant. Donc on voit que finalement, là pareil c'est cohérent, tu peux venir apporter un élément, un amorçage qui est contraire, la personne va rester dans ce qui lui est classiquement son cadre à elle en fait. Qu'il soit autonome ou qu'il soit contrôlant, elle va rester sur cette même ligne de direction, ce qui est assez logique. Je continue. Les statistiques ne montrent pas d'effet signifiant pour les chroniques, qu'ils soient autonomes ou contrôlés. Et en regardant les chiffres, on aurait presque l'impression qu'au contraire, l'amorçage a tendance à avoir des effets négatifs sur les chroniques autonomes, puisque leur motivation est au plus haut en conditions neutres. Cependant, l'amorçage au contrôle tend à saper encore plus la motivation des chroniques contrôlées. Ça c'est marrant.
Parce que du coup, globalement, il y a peu d'effets significatifs. Ça sous-entend que, en gros, finalement, si la personne a chroniquement un certain cadre, tu peux lui apporter l'amorçage que tu veux, ça n'a pas d'effet ou presque. Mais quand même, on notifie que le cadre de contrôle, le cadre contrôlant, a un effet, et un effet plutôt négatif. Puisque les personnes qui normalement sont plutôt autonomes, s'ils se prennent un amorçage contrôlant, vont voir leur motivation un peu plus basse que la condition neutre. Donc il y a un effet tout simplement contrôlant qui va venir casser les capacités autonomes de la personne. Et en plus de ça, on se rend compte que si l'amorçage est contrôlant et que la personne a tendance à être contrôlant, alors l'effet est d'autant plus fort et la personne est d'autant plus sapée dans ses motivations. En gros, comme elle a tendance à n'agir qu'en fonction de ce qu'on lui a dit de faire, si en plus on vient la mettre dans une situation où on lui dit il faut obéir, elle a d'autant moins tendance à prendre des initiatives. Ce qui est du coup assez logique. Hein, c'est assez logique. Ah, un tableau. Quel enfer pour les profs ce type d'élèves. Alors, je dirais pas quel enfer, parce que en fait, tu peux faire plein de choses avec ce genre d'élèves. Tu peux faire énormément de choses avec ce genre d'élèves. En fait, il faut pas voir ce genre d'élèves comme des tares. Il faut bien se rendre compte que si les gens sont dans des situations justement où ils sont en orientation contrôlante, c'est probablement parce que leurs conditions, les contextes dans lesquels ils ont été jusqu'à présent ont été extrêmement oppressifs. Par exemple la famille, par exemple le groupe religieux, admettons s'ils sont dans un groupe religieux, admettons les anciens enseignants qu'ils ont eus, admettons le groupe de potes qu'ils ont, et ainsi de suite. Donc en fait, il faut bien se rendre compte que finalement, l'élève qui est dans ce type de fonctionnement est probablement plutôt une victime qu'autre chose. Et donc, notamment en tant qu'enseignant, tu peux tout à fait venir apporter, réconforter et ouvrir les possibilités de cet élève. Ça existe. C'est pas parce que tu te retrouves face à un élève qui t'oppose dans tes retranchements, qui vient t'attaquer, que finalement ta seule solution c'est de mettre un gros coup de bâton dessus. C'est sûr que c'est pas simple, on est d'accord, hein, là clairement. Mais il y a tout à fait des possibilités pour pousser justement cet élève finalement à se rendre compte qu'elle est dans une situation d'autonomie. Que là elle peut décider d'agir comme elle l'entend. Et qu'elle n'est pas obligée de rester dans un conditionnement contrôlant et d'essayer de pousser à chaque fois systématiquement l'environnement autour d'elle à être contrôlant avec. Il y a tout à fait possibilité pour justement permettre à cet élève de se réaliser ça et de devenir plus autonome. Donc je dirais pas quel enfer pour le prof ce type d'élève parce que finalement c'est probablement parmi les types d'élèves qui ont le plus besoin d'avoir les enseignants avec eux. C'est probablement ceux qui ont le plus besoin en fait finalement d'être bien entourés justement et d'être rassurés, d'être mis en situation plus confortable, tout simplement, plus ouverte, et qu'on soit le plus à l'écoute. Parce qu'encore une fois, c'est ceux qui probablement ont le contexte le plus oppressif en fait de tous les élèves. Finalement, quand tu as un élève qui est en situation d'autonomie et que toi tu es un prof autonomisant, hein, parce qu'il faut aussi faire la distinction, tu as tout un tas de profs et même beaucoup de profs qui ne sont absolument pas autonomisants, hein, et qui du coup sont extrêmement oppressifs. Quand vous avez un enseignant qui est plutôt justement autonomisant et que vous avez des élèves autonomes, en fait au final vous avez relativement peu de travail à faire. Vous avez relativement peu de travail à faire parce que l'élève est déjà dans une bonne situation pour apprendre, pour avoir des motivations de sa part qui vont la pousser en fait en tant qu'individu, en tant que personne à aller apprendre. Donc devinez ce que je viens de recevoir par la poste à l'instant. Tu viens de recevoir le papier que tu étais censé ne pas recevoir parce que tu avais demandé de faire le truc automatique sans rappel et dématérialisé. Je présume. Je le sens venir. Je le sens venir. Bref, donc là on a les résultats de l'expérience. Donc on a les niveaux de chronicité, autonome chronique, non chronique, hétéronorme, contrôlé chronique. Hétéronorme, contrôlé chronique. Oui, d'accord. En fait, c'est les gens, en gros, les gens autonomes, les gens neutres et les gens contrôlés. Ok, j'ai bugué l'espace d'un instant. Donc, on voit les amorçages et en fonction des amorçages, les résultats au niveau de la motivation intrinsèque, de l'intérêt amusement, de la perception des choix libres. Bon, je vous ai laissé le tableau pas mal de temps. Je vais pas forcément rentrer dans les détails des chiffres. On n'est pas forcément là pour ça. Je vais continuer. Ainsi, cette expérience démontre que les orientations peuvent être activées de façon inconsciente par des mots dans certains cas. Cependant, j'ai un doute quant au fait de tirer une leçon sur le fait d'amorcer les autres à l'autonomie en tant qu'acteur d'environnement social.
Cela pourrait avoir un effet positif pour les personnes dont l'orientation n'est pas chronique, mais pourrait possiblement diminuer la motivation intrinsèque des autonomes, et pourrait augmenter celle des contrôlés. Mais par contre, cette expérience démontre qu'il faut éviter d'activer par le vocabulaire les orientations contrôlées, ce qui s'avère globalement néfaste pour la majorité des personnes. Le conseil donné par les chercheurs de ne pas utiliser de vocabulaire contrôlant, vu en base MI et en base ME, se voit encore plus justifié avec cette expérience. Ouais. Oui. Donc c'est intéressant parce qu'effectivement, là, là c'est les paroles de V6, hein, clairement. Là, V6, en gros, ce qu'elle vous dit, c'est je suis pas certaine qu'il soit très pertinent de pousser à l'autonomie directement en disant en gros aux gens en face, soyez autonomes. Soyez autonomes parce qu'être autonome, c'est bien. Tout simplement parce que finalement, c'est une injonction. C'est une injonction et donc finalement, ça devient du contrôle. Ça devient une injonction contrôlante à l'autonomie. Ce qui est rigolo. Ce qui est quand même assez rigolo. Et donc du coup, que c'est pas très pertinent. Parce que finalement, en faisant cette injonction-là, vous allez venir casser l'autonomie des personnes qui sont déjà autonomes. Donc c'est pas ouf. Et de l'autre côté, en plus, comme c'est une injonction, vous venez renforcer encore le bagage contrôlant des personnes contrôlées. Donc on n'est pas ouf. Quand on veut pousser les gens à l'autonomie, on fait quoi dans ce cas-là? Je présume que c'est quoi plutôt que quand. Bah justement, en fait, c'est ce qui est dit là, c'est que en fait, ce que ça montre, c'est qu'il faut faire un environnement autonomisant, mais pas une injonction à l'autonomie. C'est la grosse différence. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut mettre les personnes dans des situations où par eux-mêmes, ils peuvent être poussés à l'autonomie. Mais il ne faut pas venir leur dire tu dois être autonome. Et c'est ça la grosse différence. Voilà, souligner les possibilités. Et bonjour V6, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Voilà, c'est exactement ce que je disais aussi un petit peu tout à l'heure, même si je ne l'ai pas forcément du tout formulé comme ça parce que c'était pas le propos. C'est en gros pour un enseignant qui se retrouve avec un élève qui va être du coup contrôlant et qui va essayer de te pousser dans tes retranchements, c'est pas lui dire gamin, sois autonome. Non, tu vas essayer de le rassurer, tu vas essayer de le conforter dans le fait qu'il est dans un endroit qui est safe, dans un endroit qui ne va pas le contrôler. Et c'est pas du tout la même chose de montrer à quelqu'un qui est dans une situation où il est, on va dire, protégé et pas contrôlé, que de lui dire sois autonome. Parce qu'encore une fois, on retombe sur effectivement l'idée qu'en lui faisant une injonction à être autonome, finalement, on ne lui laisse pas la réflexion de est-ce que tu veux être autonome, comment est-ce que tu vois ton autonomie, et ainsi de suite. On lui fait une injonction, on vient le contrôler. Ce qui du coup finalement est assez antinomique, puisque du coup tu viens pour lui dire, enfin tu viens le forcer à être autonome, ça marche pas. C'est pas, oui, non, il y a un truc qui va pas. Et donc effectivement, je pense que c'est dans ce genre de situation, ce qu'il faut faire, c'est effectivement, comme le dit V6, souligner les possibilités, souligner que le fait que tu es dans un cadre qui est safe, dans un cadre dans lequel tu peux être autonome, dans un cadre dans lequel tu peux essayer des choses. Et non pas lui dire tu dois essayer des choses. C'est vraiment la différence entre les deux. Il ne faut pas faire d'injonction, il faut juste laisser les possibilités et essayer d'aider la personne à avoir conscience que ces possibilités sont là. Et c'est pas parce que tu lui fais prendre conscience que les possibilités sont là que du coup tu lui dis tu dois prendre ces possibilités. Juste tu lui dis elles sont là. Tu lui fais prendre conscience que ces possibilités sont là devant elle et elle peut ensuite être amenée par elle-même à choisir de tester cette possibilité-là, cette autre possibilité, de peut-être tester toutes les possibilités pour voir ce qui lui convient le plus. Mais du coup, tu lui laisses le champ libre en fait. Et donc tu la pousses littéralement à l'autonomie, mais sans lui faire l'injonction à l'autonomie. Je sais pas si j'arrive à être très très clair, j'essaie d'expliciter le plus possible, mais voilà, c'est tu peux faire ça, ça c'est possible, etc. Et pas lui dire tu dois faire ça. C'est vraiment la distinction en fait. À partir du moment de toute façon où vous partez sur de l'injonction, généralement c'est mauvais. Même l'injonction, on va dire, la plus bienveillante, reste une injonction. Et si c'est une injonction, le problème c'est que tu vas conditionner son comportement et donc tu vas finalement ne pas lui permettre de comprendre, de réfléchir et d'intégrer réellement la chose pour elle-même, par elle-même. Ce que tu vas lui dire, c'est en gros une ligne de conduite qu'elle va peut-être suivre et qui sera peut-être une ligne de conduite plutôt positive, très bien, mais elle ne l'aura pas forcément intégrée en fait. Elle va pas forcément en faire la sienne.
Juste, elle va se dire, bah, en gros, c'est un code social que je dois prendre en compte. Et finalement, ça revient pas forcément à grand chose de différent par rapport aux codes sociaux qu'on a déjà. À part que ça sera probablement peut-être moins oppressif sur un certain nombre de points. Parce que si on vient lui faire une injonction à être plus ouvert, ainsi de suite, ok, ça sera toujours moins violent, ça c'est sûr et certain, que le code social qui consiste à dire refusez toutes les personnes LGBT, soyez des gros connards d'extrême droite, ou ainsi de suite, comme on a de manière très récurrente dans nos sociétés. Mais pour le coup, ça reste que la personne va en fait appliquer bête et méchant ça. Et s'il y a une situation différente, potentiellement, ça pourrait être même poussé à amener des comportements qui seraient tout sauf bienveillants finalement. Alors que si tu lui laisses prendre vraiment, on va dire, le truc en main, le réfléchir, le prendre vraiment en main par elle-même, se dire est-ce que ça me convient, pourquoi est-ce que ça me convient, et ainsi de suite, alors à ce moment-là, en fait, elle va en faire vraiment une valeur, une motivation intrinsèque, une motivation qui lui vient à elle par elle-même pour ses motivations à elle. Et là, du coup, elle va pouvoir peut-être aussi permettre de faire des incartades en fonction des situations. Parce que si tu lui donnes juste une ligne de conduite, tu vas probablement te retrouver dans la condition où en fait la personne va faire bête et méchant la même ligne de conduite. Sauf que parfois, le contexte fait que c'est pas forcément adapté. Or, si tu en fais une motivation qui est intrinsèque, tu lui donnes une ligne de conduite et pas un manuel de conduite. Et en lui donnant une ligne de conduite, éventuellement, qu'elle accepte en fait d'avoir et qu'elle veut faire, à ce moment-là, en fait, c'est pas bête et méchant, je répète le même chemin d'action, c'est ma motivation, c'est d'être bienveillant. Et donc, en fonction, par exemple, de la condition, du contexte, finalement, adapter son comportement pour que dans ce contexte-là, ça reste bienveillant. Vous voyez un petit peu la distinction ou pas? J'ai remarqué aussi que les personnes particulièrement contrôlées ont besoin d'être rassurées, qu'on leur donne en quelque sorte des tutos, des situations dont ils ont peur, avec tout ce qui est possible dans la situation de façon très claire. On peut faire ça, puis ça, mais si on rate ça, c'est pas grave parce qu'on peut faire ça, etc. Oui, probablement, oui, clairement, clairement. C'est très clair, je vois très bien les applications pour mon assaut. Bah tant mieux, c'est cool, c'est grave cool. Ça fait combien de temps la VOD par contre? Question bête. VOD. Oh, et ben merci beaucoup Arken, désormais tu es une petite fougère qui se balance dans le vent. Ça c'est beau, ça c'est beau. Bienvenue à toi. La VOD, on l'a fait à 11h20 et il est midi 46. On va couper la VOD, ça fait longtemps. On va juste finir le paragraphe quand même, voilà. Mais on va couper la VOD incessamment sous peu. Donc d'autres expériences montrent au contraire que l'amorçage à l'autonomie donne de bons résultats. Amorcer à l'autonomie augmente les performances, le bien-être, l'estime de soi, diminue le fonctionnement défensif. Et ça c'est important aussi, parce que effectivement le fonctionnement défensif, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est ce qui pousse le plus finalement à avoir des comportements violents envers les autres. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu donnes en fait une ligne de conduite, que tu donnes un cadre particulier, et donc que la personne finalement n'est pas autonome, que la personne juste est dans une situation contrôlante, la moindre chose qui va sortir de ce cadre-là, bah, c'est une aberration, c'est une zone potentielle de danger, et donc ça va mettre la personne dans une situation où elle a besoin de se défendre en fait, parce qu'elle voit ça comme une inconnue qui peut amener des problèmes, qui ne rentre pas, où elle n'a pas de ligne de conduite claire, et donc elle ne sait pas quoi faire, et donc qui pourrait déboucher sur des situations problématiques. Donc du coup, tout de suite, en fait, on active tout un bagage qui peut être extrêmement violent. C'est pour ça que tout à l'heure, on a vu avec une des précédentes études que finalement, les personnes qui sont le plus fermées et qui sont du coup le plus violentes envers notamment les autres cultures, ce sont les personnes qui sont en situation non seulement de contrôlant au niveau de la courbe d'action, au niveau de l'orientation, donc comment est-ce qu'ils font leurs actions, pourquoi est-ce qu'ils font leurs actions comme ça, parce qu'ils sont contrôlants, enfin parce qu'ils sont contrôlés plutôt, et au niveau de leur motivation, des motivations qui viennent de l'extérieur, des motivations qui sont extrinsèques, des motivations qui viennent de la société. En fait, c'est les personnes qui sont le moins, on va dire, au fait de qu'est-ce qui est important pour elles-mêmes en tant que personnes, et le moins poussées à faire les actions parce qu'elles ont envie de les faire et de les faire de telle manière, ce sont les personnes les plus dangereuses pour les autres au final, puisque ce sont les personnes qui sont les plus fermées, qui sont les plus violentes envers les autres. Donc effectivement, c'est assez important de voir que même l'amorçage à l'autonomie, il faut faire attention, quoi, qu'il ne faut pas faire d'injonction parce que finalement on retombe dans les mêmes conditions. Voilà, fin de VOD, petite fois de YouTube, une VOD un peu fouillie, on a beaucoup papoté, finalement on n'a pas fait beaucoup de pages, mais voilà, c'est bien quand même, on avance. Des bisous et à très bientôt, ciao ciao ciao.